je suis Nathalie, créatrice du blog nathalie-fossa.com dédié à la parentalité et créatrice de la formation Bien grandir 0-3 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir le docteur Laurent Vinikoff. Bonjour. Neurochirurgien qui est aussi exercé en neuropédiatrie. Et aujourd'hui, on avait envie de faire de la prévention en parlant notamment de la maltraitance infantile. Malheureusement, c'est pas un sujet très gai, mais ça nous paraissait important de pouvoir discuter de ce domaine pour faire de la prévention et communiquer sur le sujet et de savoir quelle conduite à tenir dans ce cadre-là. Alors pour débuter ce thème, je voudrais reprendre la définition de ce qu'est la maltraitance infantile. La maltraitance infantile désigne toute violence présentant des conséquences graves sur le développement physique, psychique et psychologique de l'enfant, qu'elle soit psychique, physique ou sexuelle. Donc on a une violence qui n'est pas forcément uniquement physique par le biais de coups par exemple, mais ça peut être les maltraitances sexuelles, donc jusqu'au viol, et aussi psychologique par le biais de maltraitance psychologique tout simplement. Et d'ailleurs, pour cela, je souhaiterais rappeler un article de loi aussi également, donc ça fait beaucoup d'éléments. Un rappel de la loi française qui est le Code civil, donc l'article 371-1, modifié par la loi du 10 juillet 2019, qui précise que l'autorité parentale est un ensemble de droits, mais aussi donc de devoirs, ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Donc voici un petit peu le cadre par rapport à ce qui concerne l'éducation, en tout cas par rapport aux parents, donc à la maison. Donc les statistiques sont qu'il y a 73 000 cas de maltraitance infantile identifiés par la police et la gendarmerie, donc ça c'est par an tout de même. Cela veut dire qu'il y en a bien d'autres qui n'ont donc jamais été décelés. Donc si on fait un petit calcul, ça fait 200 cas par jour en fait, c'est énorme. 200 cas par jour juste pour la France, c'est assez impressionnant en sachant que ces chiffres sont totalement partiels. Et puis les statistiques de la justice, du ministère de la Justice, en fait la saisie de la justice pour mineurs en danger est en augmentation chaque année. Et ce sujet en fait est encore assez tabou. Notamment, il y avait un sondage qui avait été réalisé en 2017 qui indiquait que la maltraitance était identifiée comme un sujet peu évident à aborder puisque 79% des personnes interrogées, donc d'adultes, le considéraient comme tabou et 22% déclaraient avoir subi des maltraitances graves dans l'enfance. Ce qui veut dire grosso modo quasiment un enfant sur 5. On parle pas juste d'une claque là, on parle vraiment de sujets de maltraitance grave. Donc avec ces différents chiffres de maltraitance, et j'imagine qu'à un moment donné, on devait le retrouver ou ça devait se retrouver physiquement et notamment par rapport aux enfants que tu pouvais avoir en consultation notamment. Comment est-ce que toi tu identifiais ces cas de maltraitance ? Peut-être pour le coup plus physique, je ne sais pas si sexuel c'était trop ta spécialité, mais en tout cas physique. Alors, on aborde ce sujet en général lorsqu'on adresse l'enfant pour une pathologie, par exemple une augmentation anormale du périmètre crânien ou un trouble du comportement. Donc c'est un signe, on va dire, possible, mais ça peut être un signe de n'importe quoi, enfin d'une chose qui ne va pas bien dans la tête, on va dire. Et c'est à l'occasion de l'anamnèse, c'est-à-dire quand on pose des questions, qu'on reconstitue l'histoire, qu'on se dit tiens, c'est bizarre quand même. Il y a des éléments incohérents. Il y a des éléments qui sont pas forcément, oui, ils sont pas très cohérents et là ça attire l'attention. Et surtout, on voit un enfant qui est extrêmement apathique, craintif, alors tout dépend de l'âge. Hein, oui. Un peu prostré, il n'ose pas trop s'exprimer. Ouais. Ou alors plutôt très expansif, qui vient spontanément dans tes bras, qui vient se frotter à toi.
voilà, qui a un comportement qu'on ne voit pas habituellement dans une consultation. Et donc, par exemple, si on voit un enfant pour une fracture du crâne et qu'on fait le bilan de cette fracture, on pose la question qu'est-ce qu'il faut faire pour la fracture du crâne. Bon, la plupart du temps, on les opère pas, comme j'ai dit, mais en faisant le bilan, quand on explore un peu plus loin, quand on examine l'enfant, on voit qu'il y a parce que bon, évidemment, on interroge les parents, on interroge l'enfant s'il est capable de répondre, et surtout, on examine les gens. Et les enfants, ça c'est important aussi, c'est capital. Et là, on peut avoir des découvertes assez surprenantes. On peut découvrir sur le corps alors c'est un élément important, assez caractéristique, on peut avoir des ecchymoses, des hématomes d'âge différents. Ah, il y a plusieurs hématomes, mais quand on regarde la couleur de l'hématome, ils sont différents. Il faut savoir que l'hématome, il évolue dans le temps. Il est d'abord... Ce que nous, on appelle communément le bleu. C'est ça, mais le bleu, il devient jaune au bout d'un moment. Oui. Donc, quand même il est marron, jaune, d'ailleurs. Marron, oui, ça fait plusieurs semaines qu'il évolue. Donc, on a des bleus, des jaunes, des plus foncés, des plus clairs, etc. Et donc, on se dit... donc, c'est arrivé forcément à des périodes différentes. Voilà, ça n'a pas pu arriver le même jour, lors d'une chute. Donc, il y a un peu une dissociation temporelle, on va dire. Ça n'a pas arrivé le même jour. D'accord. On peut voir d'autres lésions. On peut voir également des traces de brûlure. De brûlure? De brûlure. Oui, des brûlures à cigarette. Ah, d'accord. Donc, il y a des parents, pour le coup? Oui. D'accord. C'est les parents qui... Ah oui, d'accord. Oui, ça m'est arrivé une fois. On peut voir également un enfant qui est extrêmement mal, entre guillemets, entretenu. C'est pas le terme qui est... l'hygiène... l'hygiène est très déplorable, oui. On prend pas soin de lui. Voilà, il y a une hygiène qui est pas bonne, qui est déplorable. Oui, des vêtements pas propres, troués, on voit qu'il n'est pas lavé. Ouais, c'est ça, il est négligé. Oui, voilà. D'accord. Donc voilà, c'est ces choses-là qu'on découvre. Et quand on fait un bilan radiologique, on nous dit, voilà, il y a une fracture du crâne, ok, très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, je vois des hématomes, j'ai quand même vérifié. Je vais faire un squelette entier. D'accord. Donc certes, ça demande de faire des radios, une irradiation, mais on peut découvrir des choses intéressantes. Et notamment, le truc plus intéressant... Non, mais pour savoir si on a affaire à une maltraitance ou pas. Oui. Parce qu'on est interpellé par ces signaux-là déjà. D'accord. Par l'aspect de l'enfant, par son comportement. Oui, donc on ne va pas juger tout de suite, on va quand même chercher des informations. Exactement, par la constatation qu'il y a des hématomes. On nous l'adresse parce qu'il y a une fracture du crâne, par exemple. Et bien on complète le bilan par des radios. Et on va rechercher quoi? On va rechercher des fractures. Et pareil, on va rechercher des fractures d'âge différents. D'accord. D'accord, ce qui va donc suggérer des traumatismes multiples et dispersés dans le temps. D'accord. Et ça s'appelle le syndrome de Silverman, c'est un syndrome radiologique qui montre qu'il y a des fractures d'âge différents multiples. D'accord. Et là, on est quasiment certain, mais il faut toujours être prudent dans cette affaire-là, qu'on a affaire à un enfant qui est probablement maltraité. D'accord. Oui, parce que je crois qu'il y a certaines pathologies aussi où l'enfant peut se fracturer très facilement et du coup on pourrait faire une confusion et accuser les parents alors qu'en fait ils y sont pour rien. Ça m'est déjà arrivé une fois, oui, le syndrome des os de verre. D'accord. Donc c'est une pathologie génétique qui fait que les os sont tellement fragiles qu'ils se fracturent. J'avais mes voisins à l'époque, quand j'étais plus jeune, qui avaient ça, et les parents se retrouvaient devant le procureur pour suspicion de maltraitance, et en fait on a découvert qu'il y avait une maladie génétique qui induisait donc une fragilité des os et se fracturait point oui, point non. D'accord. Par contre, j'imagine que là, il y aurait quand même un signe, une corroboration par rapport au comportement de l'enfant quand même. Si l'enfant il a ses fractures pour des raisons de maladie, a priori, il n'a pas de raison d'être prostré ou au contraire d'être très volubile. C'est pas très évident parce qu'un enfant qui se fracture sans arrêt, qu'on immobilise sans arrêt, au bout d'un moment, il en a un peu marre. Il en a un peu marre et je pense qu'il déprime un peu comme tout à chacun. Oui. Non, c'est très difficile c'est très délicat d'affirmer le diagnostic. Donc, il faut vraiment chercher un maximum de faisceaux, d'arguments et autres. Il faut également inspecter les parties génitales de l'enfant. D'accord. Parce qu'on va avoir des maltraitances sur les organes génitaux. Même des plaies au niveau de l'anus et autres, hein, j'ai déjà vu ça, je raconte pas n'importe quoi. C'est rare, heureusement, enfin en tout cas c'est sous-estimé comme tu l'as dit, donc on voit que la partie émergée encore de l'iceberg, et encore il faut bien explorer cette partie émergée de l'iceberg, et donc on a ces suspicions-là, mais d'un autre côté il faut faire attention parce que on est pris en tenaille entre est-ce que je vais faire la déclaration, le signalement, au procureur de la République, parce que c'est notre devoir. Donc ça, c'est pour les médecins. C'est la seule fois où on doit se démettre de notre secret médical, parce que c'est pour protéger l'enfant. Ou alors, si je le fais, les parents vont se retrouver dans une très mauvaise posture, c'est-à-dire qu'ils vont t'interroger, et parfois, l'enfant n'est pas victime d'abus. En tout cas, par les parents.
Parce que la plupart du temps, c'est les parents, notamment le père, mais sinon, ça peut être une tierce personne. Dans 10 à 13% des cas, c'est une tierce personne, par exemple la nourrice. Ah oui, et les parents peuvent ne pas s'en être rendus compte. Voilà, exactement. Ils peuvent constater que l'enfant va pas bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils viennent nous consulter. Et et du coup, ils comprennent pas ce qui se passe. Voilà, et en sortant notre attirail de détective privé, en fouillant tout, etc., en cherchant et en posant des questions, on arrive à... Oui, sur le mode de garde, où est-ce que l'enfant passe ses journées, avec qui il est. Parce que c'est vrai que ça aussi, nous aussi, en tant que parents, on pense pas qu'il pourrait être maltraité. Enfin, je veux dire, a priori, si on est normalement constitué, enfin, quoique peut-être que c'est un jugement de valeur que je fais, peut-être qu'il y a des cas où on peut se sentir débordé et on arrive à créer de la maltraitance alors qu'on n'avait pas forcément envie de le faire au départ. Mais oui, les parents vont pas forcément penser qu'il y aura une personne qui pourrait faire du mal à leur enfant. Oui, c'est peut-être une personne qui garde l'enfant, ou ça peut être également le beau-père ou la belle-mère. On connaît tous des histoires absolument affreuses dans ce domaine-là. Mais ça peut être également, faut toujours penser à ça, la nourrice. Hein, j'ai une expérience personnelle dans ce domaine et je peux également vous en parler. Donc, D'accord. Et justement, je pense plus du coup aux violences sexuelles, notamment avec des proches de la famille, des amis de la famille, ou des oncles, des tantes, parfois des grands-parents même. Ça, c'est peut-être plus difficile à voir, par contre. Oui, alors en général, si c'est entre guillemets que dans la sphère sexuelle, ça ne nous concerne pas trop, parce que on va pas les voir pour ça. Sauf s'il y a des conséquences physiques sur l'enfant. Exactement. À l'inverse, si on voit un enfant qui est suspect de maltraitance, par rapport au coup, c'est plus facile à voir. Systématiquement, dans notre examen clinique, on va vérifier tout ça. D'accord. Okay. Ce que j'avais aussi également lu, c'est que comme les enfants généralement se sentent coupables en fait de cette maltraitance, ils culpabilisent même en fait de subir ça, et donc ils vont pas en parler finalement. Et donc c'est extrêmement difficile de pouvoir les détecter en fait. Enfin, je me dis pourquoi justement il y a autant peu de signalements et d'enquêtes qui vont aller après au bout. Ça soulève la nécessité de travailler en réseau et de manière multidisciplinaire, parce que le neurochirurgien ne voit qu'un aspect, une conséquence de cette maltraitance. Et c'est pas en traitant ces conséquences qu'on va traiter la cause de la conséquence, on va traiter les effets. Et donc c'est intéressant de travailler en réseau avec d'autres professionnels, notamment les psychologues, qui peuvent justement interroger l'enfant dans un milieu protégé, isolé, où il pourra peut-être plus facilement s'exprimer. D'accord. Voilà, on peut également appeler les orthophonistes pour faire un bilan orthophonique pour voir si c'est un problème plutôt primaire ou secondaire à quelque chose. Ah oui. Et là, on peut obtenir également des... L'enfant a des problèmes du langage spécifiquement, ou est-ce que c'est une conséquence des mauvais traitements qu'il subit? Ça peut être une conséquence des mauvais traitements. D'accord. Donc il est en repli et il ne s'intéresse plus au monde extérieur, forcément, qu'il juge hostile. Et donc c'est très important de travailler en réseau, et notamment dans un service hospitalier, évidemment, là on est bien achalandé jusqu'à maintenant, en tout cas, et on peut disposer de psychiatres, psychologues, orthophonistes, de toute une équipe complète de neurologues. Et c'est très intéressant ensuite de rediscuter, parce que en fait, quand on a fait ce diagnostic, enfin on a ces suspicions de maltraitance, on se réunit entre nous en staff, en réunion, et on décrit le dossier, enfin l'enfant, les radios, etc. Et à ce moment-là, chacun donne son avis. Tiens, on pourrait peut-être le faire voir par le psychologue, on va peut-être en savoir un peu plus. Et au fur et à mesure, on va dire, les arguments s'empilent ou pas. Et après, on en arrive à la nécessité de faire un signalement au procureur de la République. D'accord. Et donc, par la suite, ça va déclencher une enquête? Oui, ça déclenche une enquête judiciaire. Hein. D'accord. On est dans l'ordre du pénal. D'accord. Et donc, effectivement, après, c'est interrogatoire. Et la mécanique judiciaire se met en route. D'accord, très bien. Donc ça, c'est pour le volet médical. Du coup, moi de mon côté, je me suis renseignée en tant que, entre guillemets, simple citoyenne, si j'avais une suspicion justement par rapport à un enfant que j'aurais l'impression qu'il est maltraité. J'ai un petit peu cherché pour savoir, moi, en tant que personne, qu'est-ce que je dois faire, parce que c'est pas toujours simple. On se dit, bon, est-ce qu'il faut prévenir, est-ce qu'il faut rien faire, parce qu'on voudrait pas non plus accuser des personnes, que ce soit des parents ou d'autres personnes de la famille à tort. Et en fait, je suis tombée sur sur un numéro vert qui est le 119. Donc c'est le Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, le SNATED, qui est joignable gratuitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
qui a un principe de confidentialité et qui reçoit à peu près 737 appels par jour. Et 90% des auteurs présumés, justement, c'est la famille proche du coup de l'enfant. Alors du coup, ce qui est intéressant avec ce numéro, avec le 119, c'est que en appelant, on ne va pas accuser des personnes forcément, mais en tout cas, on va juste signaler une situation qui nous paraît anormale. Et donc à partir de là, il peut y avoir des recherches, une enquête qui soit faite, mais justement, ça va être plus pour chercher à lever des doutes que forcément pour accuser, et ça reste aussi anonyme. Donc en fait, en cas de doute, il vaut mieux appeler ce numéro pour signaler que quelque chose peut-être ne va pas forcément, que de ne pas agir et de se rendre entre guillemets complice d'une maltraitance. Je disais qu'il y avait des cas de soit d'amis au niveau de l'adolescence qui appelaient ce numéro pour des adolescents un peu en danger, qui faisaient des fugues. Enfin voilà, ça concerne pas que la maltraitance aussi forcément, mais des situations à risque, et ça peut être même par exemple des parents qui se sentent débordés, qui peuvent aussi appeler ce numéro pour être rappelés et être accompagnés par des assistantes sociales par exemple, et il peut y avoir justement les mises en place d'accompagnement même pour des parents qui sont débordés, soit par leur rôle de parents avec des jeunes enfants, ou s'ils sont débordés par exemple au moment de l'adolescence et qu'ils n'arrivent plus à gérer. Donc finalement, c'est important. Donc je rappelle le numéro, c'est le 119, le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger. C'est gratuit, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un principe de confidentialité. Et je rappelle tout de même que la loi pénale s'applique dans ces cas-là, puisqu'on est sur le système de non-assistance à personne en danger si on a connaissance de faits et qu'on ne réagit pas. Donc la non-assistance à personne en danger, elle s'applique à toute personne qui s'abstient d'agir alors qu'elle a connaissance d'une situation d'un enfant en danger. Elle est punie d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Voilà. Donc bien sûr, je dis pas ça pour faire peur, mais simplement pour prendre conscience que nous ne devons pas rester juste spectateurs et en retrait en cas de problème, puisque toutes ces situations auront des conséquences graves sur le développement de l'enfant et aussi sur son avenir après en tant qu'adulte. Et pour moi, c'était important de pouvoir mener cette action par rapport à la prévention. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ? Oui, je voulais ajouter que c'était extrêmement délicat et difficile de faire ce diagnostic. Très délicat, ça touche vraiment à l'intime de l'intime. Et il faut pas conduire cette prise en charge de manière isolée. C'est sûr qu'elle fait appel à plusieurs corps de métier, si je puis dire, dans la santé, mais qui déborde même le cadre de la santé, puisqu'on a parlé des actions judiciaires, également l'aide à l'enfance et tout. Et la psychologie. Et il faut également noter le fait que, en fait, le nombre de cas est sous-évalué. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire là, pendant qu'on parle, il y a des enfants qui se font abuser, maltraités, etc. et on ne le saura jamais. Et ça, c'est un énorme problème, c'est ce qui m'inquiète le plus en fait. Et puis si 22% d'adultes effectivement signalent qu'eux-mêmes ont subi des choses graves pendant l'enfance, effectivement, ça fait un enfant sur 5. Dans une classe de 20, ça fait déjà 4 enfants. Dans une classe de 25, il y en a déjà 5. Donc il faut en être conscient. Et je pense que le tabou, il est aussi lié justement aux sévices que les gens ont subis et dont ils n'ont jamais parlé. Et donc, c'est important aussi de casser la loi du silence et que même si on est adulte, d'en parler, au moins, je sais pas, de soi-même avec une psychologue si on n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer avant sur le sujet, pour aussi faire la paix avec soi-même et pouvoir avancer aussi en confiance dans la vie, quoi. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur la parentalité, rendez-vous sur mon blog nathalie-fossa.com. On peut me suivre sur les réseaux sociaux également, Instagram et Facebook. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.